Karine qui va, alors qui n'est pas juriste, non. Qui a un parcours aussi un petit peu atypique, Oui. qui va passer par le droit, elle est maintenant paysagiste, elle est à l'école nationale supérieure du paysage, et puis pour aujourd'hui, elle a choisi de nous présenter, pareil, une espèce de présentation de différentes expériences au niveau européen dans le cadre des ateliers qu'elle organise du master qu'elle a conçu. Elle pourra nous donner peut-être un certain nombre d'éléments sur ce master européen. Et donc, on va d'emblée te laisser la parole pour nous présenter ces différentes expériences que tu as vues et vécues. Merci. Alors, je suis extrêmement ravie d'être ici aujourd'hui et ça m'a beaucoup intéressé aussi les remarques qui ont été portées et de voir combien on est dans cette pièce pluridisciplinaire et quelle joie de pouvoir enchaîner juste après une si belle présentation sur les enjeux de la Convention européenne du paysage. Je suis effectivement ce qu'on appelle paysagiste concepteur en France ou landscape architect dans la plupart des autres pays en Europe. Un métier qui n'est pas si connu que ça finalement par le grand public. C'est ce qu'on appelle encore une profession où le seuil critique du nombre fait qu'il y a parfois manque de visibilité de quelle est cette profession et qu'est-ce qu'elle fait et comment elle travaille. Et la spécificité est en plus que la plupart des paysagistes, c'est en tout cas vrai ici en Europe et plus particulièrement en France, la plupart ont un premier cycle, ce qu'on appelle aujourd'hui une licence ou un bachelor, dans une discipline et font un deuxième cycle, un master, graduate, on peut l'appeler comme on veut, de paysage. Ce qui veut dire que finalement, les paysagistes concepteurs ont souvent, on va dire, une double culture. Ils ont fait des premières études de géographie, ensuite de paysagistes concepteurs, de biologie, et ensuite de paysage ou des BTS aménagement paysager et deviennent eux aussi paysagistes. Ce qui fait que le nuancier de façon et de profil ce qu'on appelle les paysagistes concepteurs, en fait, devient très très large et ne rend peut-être pas si visible que ça aux autres quelle est cette profession. Alors moi j'enseigne donc moi-même je viens d'une première formation de biologie en phytosociologie. Alors j'ai quelques années puisque on n'utilise plus tellement les phytosociologues, mais ils ont un peu disparu du paysage, voilà. Au profit peut-être de ceux qui agissent et pas seulement contemplent, voilà. On va dire c'est comme ça. Et j'ai dans un deuxième cycle donc fait une formation de paysagiste, 2 pour être exact, une en Belgique, un peu au Danemark, qui est mon pays d'origine, et ensuite ici en France à Versailles, à l'école du paysage de Versailles. Et à l'école du paysage, j'ai enseigné donc le projet de paysage une dizaine d'années après avoir été moi-même concepteur, ayant mon agence étant donc privée et travaillant pour des collectivités. J'ai pratiquement jamais travaillé pour des privés, mais que pour des collectivités, dans le milieu rural, suburbain ou urbain, plus rare, mais là où il y a la majeure partie de la population qui habite, c'est-à-dire dans les limites de nos métropoles. C'est là où il y a le plus de demandes de paysagistes concepteurs pour aménager le futur de ces quartiers où les gens vivent au quotidien, travaillent. À l'école du paysage, j'y suis arrivée donc assez tard et après avoir non seulement enseigné les projets de paysage à toutes les échelles, j'ai mis en place, qui existe dans toutes les universités, le système Erasmus pour que les étudiants puissent bénéficier de la richesse des échanges qu'ils peuvent recevoir en allant dans d'autres écoles, universités en Europe, un système qui fonctionne extrêmement bien et très riche. Mais après quelques années, je me suis aperçue que c'est une grande richesse pour l'étudiant, mais pour nous, enseignants,
malgré que nous accompagnons les étudiants qui partent en Erasmus, l'institution reçoit bien peu du retour de ces années Erasmus des étudiants. C'est juste un glimpse, on dit en allemand, un tout petit peu qui est un retour. Et après quelques années d'expérience, j'ai proposé à des collègues d'écoles et d'universités différentes en Europe avec qui on a des accords bilatéraux depuis plus de 10 ans, s'ils ne voulaient pas qu'on construise quelque chose ensemble. Voilà, j'y arrive. Une longue introduction. Et avec donc l'école a une quinzaine d'accords bilatéraux. L'école du paysage de Versailles, c'est une petite école, hein, c'est à peu près 250 étudiants, c'est-à-dire qu'on peut encore nommer chaque élève, on connaît leur parcours, leur progression. Et on a ces 15 accords bilatéraux et parmi ceux-là, il y en avait certains qui étaient, on va dire, le plus proche ou bien plus fidèle, où il y avait plus d'échanges, mais surtout c'était des écoles avec qui, en regardant les statistiques, nos étudiants étaient les plus demandeurs de partir en Erasmus. Alors il y avait probablement différentes raisons pour cela, mais c'est-à-dire j'ai pris vraiment les statistiques, j'ai pas pris l'école de Life Science de Copenhague, alors que je suis danoise, j'aurais bien aimé que ça soit mes copains, mais non, j'ai pris ceux des étudiants, en me disant qu'il devait y avoir une raison très profonde pour laquelle il y avait une tendance plutôt à aller donc à Edinburgh College of Art en Écosse, à l'Académie d'Amsterdam, à l'université de Leibniz à Hanovre et à l'école d'architecture et du paysage et d'agronomie, puisque ce sont deux universités qui se sont rejoints pour former une formation de paysage. Et je leur ai proposé qu'on travaille ensemble. Et alors on s'est appuyé justement sur la Convention européenne du paysage comme démarrage pour dire justement, il y a une phrase dans la Convention qui parle sur nos paysages culturels, parce que qu'est-ce que nous avions nous ensemble, toutes ces écoles, à part celle de former des paysagistes, nous venions tous, et ça c'est inhabituel lorsqu'il y a des écoles qui travaillent ensemble, en règle générale, elles ont le même profil et elles appartiennent au même ministère de tutelle. C'est la seule façon d'ailleurs d'avoir ce qu'on appelle joint diploma, d'avoir des diplômes conjoints. Ce n'était pas du tout notre cas puisque nous voulions justement cette diversité pour apprendre l'un de l'autre. Donc ce sont des écoles d'art, ce sont des écoles sous tutelle du ministère de l'Agriculture, de la Culture, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc normalement, nous n'étions pas faits pour nous marier. Mais justement, c'est ça qui nous intéressait. Parce que ce que nous avions en commun, c'est que 50% de temps d'enseignement, c'était en atelier, sur des cas concrets. Mais les autres 50% de temps de l'enseignement, qui sont forme de cours ou d'exercices ou de sortie sur le terrain, étaient à travers des concepts extrêmement différents. Et c'est ça qui nous semblait être une richesse. Non seulement nous étions en Europe avec des langues différentes, on trouvait que c'était important aussi de les apprendre, ces langues, et ne pas passer au 100% anglais, par exemple, ce qui était aussi assez inhabituel. La diversité des mots nous semblait important en paysage, justement. Certains ne se traduisaient pas, vous le disiez tout à l'heure. Et donc, en s'appuyant sur la Convention européenne du paysage, c'est là où on a trouvé quel pouvait être notre projet commun pour les années à venir et qu'est-ce que nous pouvions proposer aux étudiants, mais aussi à nous, institutions, et à notre recherche. Et il y avait une question qui était qu'on est là aussi pour construire les paysages de demain, construire les paysages culturels de demain. Il y a ceux qui existent, il y a ceux qu'il faut révéler, il y a ceux qu'il faut préserver, mais il y a aussi ceux que nous devons créer, parce que justement, comme vous le disiez très bien tout à l'heure, il y en a qui se sont banalisés et qui se sont perdus en chemin. Alors je m'excuse, tout est en anglais, je ne suis pas très bonne en traduction. C'est juste maintenant que je viens de me rendre compte que... Bon, j'espère que ça va. Et l'autre constat que nous avions fait,
c'est qu'il y a énormément de politiques européennes en lien avec le territoire, en lien avec la transformation des territoires, mais dans les écoles de paysage, nous les connaissons bien peu. Ils ne sont pratiquement pas enseignés ou très peu, comme par exemple, je pense que tout le monde sait ce que c'est Natura 2000, mais quelques autres politiques, oui, la PAC, bien entendu. Mais qu'est-ce qu'elle contient vraiment et quelle est son incidence spatiale sur nos territoires? Je pense qu'il y en avait très peu d'étudiants en paysage qui le savaient. L'autre grande question qui nous semblait importante, c'était qu'on voulait qu'il y ait donc quelque chose qui soit en commun, que les étudiants apprennent un peu comme Erasmus des autres écoles, mais qu'il y ait des modules spécifiques qu'on construisait et qu'on gère ensemble. Donc on a créé par exemple un e-learning sur les politiques européennes de paysage, en lien avec le paysage, mais pas juste les connaître, mais savoir aussi comment on peut en être acteur. Alors, je n'ai pas développé cette partie-ci, mais je vous invite à regarder sur le site internet, il y a les travaux des étudiants sur le site que vous pouvez aller voir. Comment ils s'accaparent d'une thématique et se posent la question quel peut être leur rôle et comment ils peuvent la mettre, je dirais presque en scène ou en être l'acteur. Le deuxième module, qui est donc plus facile à montrer aujourd'hui, c'était un summer school où tous les enseignants et tous les étudiants se réunissent l'été. Et on avait choisi que ça soit sur les paysages culturels en transformation en Europe. Alors, ça c'était... il est un peu léger, mais ça c'était juste pour vous montrer comment il fonctionne ce master. Le premier semestre, les étudiants sont dans leur école d'origine. Le deuxième semestre, ils bougent. Ils font un semestre donc à l'étranger. Le circuit fonctionne suivant. En Europe, on a des agendas très très différents. Les semestres ne correspondent pas. Donc il y a une mobilité là où c'est possible, mais on accepte toujours le déséquilibre. Il fallait qu'on se fasse confiance aussi sur le déséquilibre. On sait toujours que ça coûte de l'argent, mais sur le long terme, ça s'équilibre. On a deux modules, donc un e-learning et un summer school. Ça veut dire que le e-learning, on a une plateforme, bien sûr, où on suit les élèves. Et après, le semestre du deuxième année de master, ils sont de nouveau dans une école haute. Et pour le dernier semestre de leur master, reviennent à leur école d'origine pour passer leur mémoire de master. Donc la plus grande difficulté, elle est en fait plutôt technique pour les étudiants, c'est-à-dire le logement. Et c'est ça là-dessus qu'on travaille pour améliorer ça, pour qu'ils soient accueillis. Mais sur ce qui est des programmes, nous avons mis 2 ans à les mettre au point pour que l'enchaînement du cursus fonctionne et qu'ils ne rencontrent pas 3 fois la même thématique, ce qui aurait pu être le cas. Voilà, donc c'est un peu un thème. Alors, nous, on avait regardé qu'en Europe, on trouvait qu'il n'y a pas de frontières. On disait que le paysage, c'est là où le regard porte sur un territoire. Et nous, on se disait, en Europe, il y a des problématiques de paysage qui traversent largement les frontières, que ce soit des inondations ou des infrastructures ou de la mobilité de la population. Et que toutes ces questions-là transforment nos paysages et sur lesquels on devrait être apte ou capable d'anticiper. Donc, les summer schools, en fait, on les a fait sur les paysages culturels en Europe et en transformation. Et donc, j'en ai pris un très simple, puisqu'il n'est pas loin de chez vous, pour que peut-être que certains connaissent ce territoire. J'ai pris un de ceux que j'avais organisé moi-même, qui est en Haute-Normandie, sur le paysage culturel des Clos Mazur, de paysage de Caux, du plateau de Caux. Et en se posant la question, quand il avait été question de travailler sur ce site, où je suis par ailleurs paysagiste conseil de l'État, donc je le connaissais bien, je connaissais donc aussi les acteurs sur le site,
que j'ai donc contacté pour qu'ils participent, dont notamment le PNR, le Parc naturel régional des Boucles de la Seine, mais aussi les élus locaux sur lesquels on allait travailler. La question à l'époque, c'était qu'il fallait que ce territoire augmente de 10,2% de production d'énergie renouvelable. Et c'était à un moment donné où il y avait le grand débat sur le Grand Paris. C'est sur la question du Paris-Rouen-Le Havre. On se posait la question, ce territoire devra accueillir plus de gens. Donc c'est le projet d'Antoine Grumbach qui était très mis en avant à l'époque. Et est-ce qu'il y avait réellement question d'accueillir? Nous, on avait l'impression que c'était surtout une production d'énergie pour Paris. Et donc il y aurait production d'énergie sur un territoire. Et comme vous savez, c'est surtout les fils électriques là pour le transport qui allait changer les paysages. Donc il y a production locale, mais il y a souvent consommation ailleurs. Ce qui fut un des premiers débats avec les étudiants. Est-ce que ça c'est une très bonne idée? Mais à plus long terme, peut se poser aussi la question sur les énergies existantes qui peut-être à terme changeraient. Et donc il fallait peut-être aussi anticiper et accepter les autres formes d'énergie et de production d'énergie. Donc nous n'avions pas dit lesquelles, donc c'était aux étudiants de proposer. Nous avions une série de conférenciers qui ont proposé expliqué les différentes façons de production d'énergie. Donc c'était des spécialistes qui sont venus, sans parler spécifiquement de ce territoire. Le territoire, ils l'ont rencontré par des visites et nous travaillions sur place au PNR des Boucles de la Seine, qui nous ont accueillis. Mais ce territoire, il y a les Clos-Mazur, bien entendu, mais il y a aussi, surtout, c'est un territoire qui a été peint par nos impressionnistes, et ça impressionnait beaucoup d'étudiants qui, dans ce cas-là, n'osent pas agir. C'est-à-dire quand il y a des territoires qui sont empreints si fortement, si reconnus, même s'ils sont en train d'être abîmés, n'osent pas agir. Et c'est peut-être ça aussi qu'il faut que certains étudiants qui doivent se poser la question de comment on révèle un territoire, mais aussi comment on va créer les paysages culturels de demain, c'est aussi anticiper ce qu'ils sont en train de voir. Parce que les Clos-Mazur, il y a, alors pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les clos. Enfin, est-ce que vous connaissez toujours tous? Non? Ah oui, alors c'est très bien que je explique ce que c'est. C'est une spécificité de ce territoire, c'est très ancien, c'est autour d'une ferme, il y a des talus qui sont plantés, alors la distance et la grandeur de ces territoires autour d'une ferme dépend de la grandeur du propriétaire, c'est-à-dire plus il avait de sol, plus il avait un clos, donc c'est un lieu fermé par un fossé planté de hêtres. Alors il y a deux générations, il y a celle où ce sont des petites fermes contiguës et ça crée très jardiné, qui crée donc des fermes un peu jardins avec des haies autour. À l'origine, il y avait d'ailleurs plusieurs variétés et plusieurs essences qui étaient plantées autour. La raison pour cela, c'était pour contenir à l'intérieur une sorte de microclimat, on s'abrite du vent. Et on pouvait cultiver un verger et les pommes, poires et comment ça s'appelle j'ai un trou de mémoire en français. Oui, voilà, jardin, légumes, potager. Voilà, chercher le mot en français. Potager, mais c'était aussi pour souvent les maisons étaient en toit de chaume, donc c'était aussi la partie, les hêtres retenaient le vent pour pas que les toits s'envolent. Et c'est quelque chose qui est très spécifique de cette région et qui aujourd'hui d'ailleurs est en étude pour encore une fois se poser la question de leur préservation, mais à un niveau de l'UNESCO. Donc c'est cette forme spécifique du paysage crée des paysages semi-ouverts. Il n'y a pas vraiment de forêt dans la région, mais tout ce qui est arboré vient de cette structure qui enclore les fermes. Alors, il y a des études pour montrer qu'elle est
plus que spécifique, puisqu'on peut retrouver des choses similaires ailleurs, hein, mais pas exactement la même chose qu'en Normandie. Alors, les hêtres qui sont plantés sur ces talus, qui tiennent très bien d'ailleurs, le talus sert de résistance au vent, arrivent à terme. Il y a un moment donné, ils deviennent très grands, ils sont abattus, mais il y a aussi surtout qu'il y a moins de fermes et ils ont été souvent transformés en lotissements ou autres, mais la maintenance fait que les gens commencent à les couper parce qu'ils ont peur que les arbres tombent. Parce que quand on n'élague pas, la prise de vent est telle que l'arbre cède. Et s'il y a des maisons à côté, ça ne va pas. Donc c'est un paysage très particulier, semi-ouvert, avec cette figure spécifique dans le territoire qui, lui, doit peut-être accueillir plus d'énergie, une production d'énergie. En tout cas, c'était une volonté qui était très forte à l'époque, un peu moins forte aujourd'hui d'ailleurs. Mais il y a aussi un paysage qui est en train de disparaître parce qu'on coupe ces arbres pour d'autres raisons, parce qu'il n'y a plus de maintenance, parce qu'on y a construit beaucoup, parce que ça coûte cher, mais aussi parce que les populations ont bougé et certains qui y habitent ne savent même plus en était l'usage. C'est ce qu'on avait rencontré en allant sur le territoire, à notre grande surprise. Et ils disent oui, c'est un peu gênant, non? Ça donne du bruit, on n'a plus la vue sur l'horizon. D'être enfermés. C'était des jeunes qui reprenaient des exploitations et qui ne savaient pas à quoi ça servait. Donc c'était le PNR tremblait, le parc naturel. Donc nous, on s'est posé la question, au lieu de voir la production d'énergie comme un mal, est-ce que c'est pas une occasion, d'ailleurs pour les habitants sur place, d'avoir une deuxième économie, une autre source d'économie, et est-ce que c'est pas un moyen de redessiner nos paysages tout en les préservant. Donc on a utilisé ce concept néerlandais qui s'appelle Preservation through Development, donc bien préserver, révéler nos paysages au prisme d'un développement. Ne rien faire, c'est souvent pire. Mais des fois, on se trompe, bien entendu. Donc, allons-y. Donc, nous avions reçu une subvention européenne pour faire ces workshops. On avait eu pour créer le master européen un Lifelong Learning Multiple Project. Vous le connaissez peut-être, cette action. Mais pour chaque workshop que nous avons créé, on avait aussi un intensive workshop pour couvrir les 10 jours. Et je dois dire que c'est un luxe de pouvoir offrir tout ça aux étudiants et travailler dans de si bonnes conditions. Donc, nous, on a commencé, alors je n'ai pas mis tous les PowerPoints, il serait beaucoup trop long, mais pour rappeler que le couple énergie et paysage ont toujours été ensemble. C'est-à-dire la plupart de nos territoires ont servi pour produire de l'énergie. Ou par exemple, les animaux qui nous tractaient, ils mangeaient 5% un cinquième de la production alimentaire était pour nourrir un cheval ou le bétail qui nous tractait. Aujourd'hui, on a peur de biomasse ou d'autres parce que ça enlève la partie de production nourricière, mais en fait, on a toujours travaillé ensemble sur la question paysage et énergie pour survivre. Et cela a aussi, l'énergie a aussi façonné, puisque le paysage en anglais on dit multitask, plusieurs objectifs. Bien sûr, alors j'ai fait exprès aujourd'hui, parce que je savais que Jacques m'invitait de mettre les paysages de bocage. J'ai beaucoup aimé j'aime beaucoup son livre, je l'ai toujours sur mon étagère et je le consulte souvent. Sur la question de ces paysages bocage, mais ils étaient là effectivement pour une organisation spatiale, pour chlore, pour les animaux, mais aussi pour se chauffer. Donc nos paysages sont aussi dessinés, et là on peut vraiment parler de dessin, par notre façon de vivre et par cette question de l'énergie.
on avait fait donc énormément de conférences dans ce sens aussi pour que les étudiants appréhendent toutes les façons et connaissent l'histoire culturelle de ces paysages en Europe. Nous étions face à des étudiants de 5 écoles européennes, mais dans ces workshops, nous invitons aussi des non-européens. On le faisait exprès, donc on a toujours l'école de paysage de Pékin, GSD, elle a copié le nom de Harvard, on ne sait pas pourquoi, mais nous avions toujours des étudiants américains de Virginia, de la Design School de Kyoto. Et on a invité régulièrement des étudiants d'autres écoles non européennes en Europe. Et c'est là où c'est la question, est-ce qu'il y a une spécificité européenne qui ressort? C'est-à-dire, il y a des étudiants de 5 pays qui sont déjà eux-mêmes très mélangés d'ailleurs, mais travailler avec des étudiants qui viennent non européens, reposer la question s'il y avait une spécificité européenne. Très enrichissant en règle générale. Donc, comment être innovant sur cette question? Ça fut la question sur tous ces objets, ces machines. Bien sûr, consommer moins était la première question qu'on se posait. Et on a rappelé un travail que font souvent les étudiants, c'est travailler sur les layers, les strates, les couches. Combien ça a été important, puisque souvent c'est le dessous qui nous a donné de l'énergie. Aujourd'hui, c'est peut-être plus le dessus qui nous donne de l'énergie. Mais c'était un des concepts qui était sorti sur la question qu'on s'est installé sur des territoires. Les territoires ont été façonnés par l'homme, très souvent par ce qui se passait en dessous, comme ici par exemple dans cette coupe d'un projet de l'agence Star où dans la Dreiländer Region, à Aachen, où il y a comment ça s'appelle, un filon de charbon et de lignite à ciel ouvert, et c'est ça qui a créé nos villes et nos paysages artificiels de terrils. Donc on était en train de leur montrer toutes ces pistes de travail, qu'il y a aussi d'autres horizons, donc il y a les horizons souterrains, mais là j'ai pris par exemple une carte du Danemark, il y a aussi les horizons qu'on ne voit moins, mais qu'on peut voir quand on met des éoliennes, par exemple. C'est qu'au niveau du sol, le vent ne souffle pas le même qu'à 100 mètres. Donc il y a aussi, s'il y a des horizons souterrains, il y a aussi des horizons en l'air, et qu'un projet de paysage peut révéler ces différentes strates, sachant que la strate intermédiaire, c'est là où l'homme vit. Alors nous, pour s'appuyer sur un projet, il faut évidemment regarder quels sont aussi les objectifs de ces politiques européennes à court terme 2020, mais aussi celles qui sont à long terme. Ils ont retrouvé toutes les cartes qui concernaient quel type d'énergie faudrait développer et dans quel secteur, du bois ou de la géothermie, l'éolien ou solaire, quelles sont celles qui sont les plus propices à la grande échelle comme à celle de la petite échelle. Toujours en se posant les questions de celle du transport et à essayer à éviter, parce que c'est celle qui en fait transforme le plus nos paysages, celle de conduire, et c'est là aussi il y a le plus de pertes d'énergie, jusqu'à 50% parfois. Voilà, donc ils avaient regardé à l'échelle européenne, et après ils ont descendu dans les échelles pour travailler sur un transect là on est plutôt au Seine-Maritime, où ils ont travaillé. Alors, j'ai pris juste quelques exemples de travaux d'étudiants sur ce transect. Les paysagistes cherchent souvent ceci pour pouvoir aussi affiner, rendre plus simple et plus compréhensible leur projet, trouver un concept plus facile à communiquer auprès des habitants, auprès des acteurs locaux. Et ici, les étudiants d'un petit groupe que j'avais encadré avec un collègue chinois avaient sur la Seine-Maritime bien compris que ces 10,2% d'énergie
renouvelables que demandait l'État à la région Haute-Normandie, elle était probablement plus pour une consommation nationale que locale. Parce qu'en refaisant les comptes, ils voyaient bien qu'il n'y avait pas suffisamment d'habitants pour consommer autant. Et que cela partait sûrement sur Paris. Et sur ce territoire, ils ont regardé évidemment que sur la côte, c'est là où c'est probablement le plus propice pour un type d'énergie comme l'éolien. Et sur le paysage de Caux, c'est là où ils se sont aperçus que tous ces clos masures eux, ont sûrement pas une capacité d'accueil spatiale pour accueillir beaucoup d'éoliennes. Très vite, il y a une co-visibilité et c'est un paysage culturel qui cherchait aussi à révéler, c'est peut-être pas par un mitage d'éoliennes qui cherchait à le faire, il préférait plutôt avoir une grande structure de production énergétique située à un endroit et ne pas disperser sur tout le paysage. Pour eux, c'était ça la façon qu'ils interprétaient de pouvoir garder un paysage culturel dans un site. Et ici, vous avez l'autoroute Le Havre-Rouen-Paris, ainsi que la voie ferrée. Donc ils préféraient concentrer toutes les énergies à produire sur ce qui était déjà une infrastructure qui traversait le territoire et avoir une production d'énergie beaucoup plus minime sur la mer et sur l'axe de Seine. Surtout pas, de toute façon ça ne tourne pas les éoliennes dans ce secteur et les miroirs des photovoltaïques avec l'humidité aussi ne sont pas exploités à 100%, donc ce serait un gâchis, mais c'était plutôt des réservoirs d'eau qui fonctionnent un peu comme des batteries qui sont des réserves et alors on est dans un cadre d'étudiants, donc ils allaient jusqu'au bout de leur idée. Mais cela a quand même posé une question. Que faisons-nous alors des clos masures, puisque c'est ça le paysage spécifique à cet endroit-là. Donc ils les avaient catégoriés. Il y avait celles qui étaient abandonnées, abîmées, très proches de milieux urbains et ceux très isolés. Donc ils avaient trouvé là aussi des idées, dont je passerai un peu vite, entre ceux qui sont complètement abandonnés, où ils se proposaient que ça soit complètement boisé, garder la forme et que ça soit donc plutôt une production de bois, ceux qui devenaient plus récréatifs ou j'ai pas mis tous les cas de figure, mais pour chacun ils avaient trouvé celle qui devait au contraire être valorisée plutôt comme patrimoine et ceux qui devenaient aussi éléments de production ou récréatifs. Donc, ils avaient cherché à la place des éoliennes quelle sera la future production d'énergie. En fait, il y a des tours de vent. Voilà, on apprend avec les étudiants, c'est très amusant parce qu'ils cherchent partout. Apparemment, ce sera nos futures éoliennes. Ça ressemble plutôt à des châteaux d'eau qu'à des éoliennes où le vent s'engouffre dedans. Mais là, il faudrait vérifier un peu leur travail. Mais c'est ce qu'ils proposaient le long des infrastructures, plutôt que des éoliennes dont ils trouvaient l'impact trop fort. D'autres étudiants avaient travaillé sur le rapport entre ce projet d'éolienne offshore au large de Fécamp, que vous connaissez probablement tous mieux que moi, et celui sur la terre, en se disant il n'y a jamais sur le littoral une pensée entre quel est le lien entre ce qui se passe en mer et ce qui se passe en terre, et alors que nous sommes sur un paysage de côte, de traits de côte multiples d'ailleurs, suivant qu'on est à marée basse, marée haute. Est-ce qu'il n'y a pas plutôt un projet à faire sur ce trait de côte? Donc eux, ils avaient essayé d'aller le plus loin possible sur la question alors ce qui était en mer, de le rendre moins visible que ce qui va réellement être réalisé,
et se poser surtout sur le trait de côte, comment les valeuses, il pourrait y avoir là une organisation spatiale des éoliennes qui, elles, suivent plus et mieux les vents qui se trouvent dans la vallée et comment les éoliennes peuvent redessiner les valeuses qui sont peu perçues depuis le lointain. C'est-à-dire on n'a pas ce qu'on appelle les fermes d'éoliennes au carré, qui fonctionnent très bien, hein, bien sûr, mais eux, ils les redessinaient pour qu'elles soient au contour plus spécifique et aux spécificités physiques donc, de chaque valeuse pour les révéler et faire le lien avec la mer. Donc il y en avait qui commençaient en mer et qui se terminaient en terre. Hein. Bon, ce sont des travaux d'étudiants, mais nous étions étonnés combien cela avait questionné les habitants sur place et ouvert le débat sur les autres possibilités et combien on peut aussi travailler sur ces questions. Alors, on a fait plein d'autres workshops en Europe et à chaque fois on a été un peu dans les endroits où on est à la limite entre deux, alors genre, si je parle ça entité paysage, c'est pas tout à fait correct, mais les grandes unités paysagères, hein, on va dire plutôt liées à la géologie du Quaternaire hein, et de territoires plus anciens. Et c'est toujours à la frontière entre deux entités qu'on a pratiquement travaillé. Et ce fut le cas il y a pas longtemps, il y a un an, où nous étions donc sur un tout autre territoire. On était à Ammersland, c'est en Allemagne, au nord de l'Allemagne, sur un territoire où géologiquement on est, alors comment on dit déjà peat, c'est tourbe, ouais, tourbe. On est en une zone de tourbe où il y a des paysages, alors là pour le coup vraiment protégés, sur lesquels il y a beaucoup d'associations qui veillent. C'est des paysages assez rares, mais la tourbe, comme nous le savons tous, ça sert aussi pour les pépiniéristes qui sont très contents et friands de l'utiliser parce que c'est un matériau presque neutre. Du coup, il n'apporte pas de bactéries ou de maladies aux plantes qu'ils développent en pépinière. Ils peuvent mettre comme ça tous les engrais et doser exactement ce qu'ils veulent. Donc c'est un matériau parfait. En Europe, normalement, on n'a plus le droit de faire des grandes extractions de tourbe. Là, il y a une exception dans cette région et vous avez tout le paysage retourné pour utiliser cette tourbe spécifiquement locale, puisqu'il y a les plus grandes pépinières européennes dans ce secteur, mais il y en a aussi encore un peu qui part à l'export. Hein. Il paraît que c'est pas normal. Et le thème, c'était on n'a pas assez de sol, puisqu'il y a une concurrence entre l'agriculture laitière sur la place, les extracteurs de tourbe, les pépinières, les villes qui s'étendent et qui veulent être plus attractives. Il y avait un conflit à qui va prendre le plus de sol. Donc c'était la question, quel est l'avenir de ce territoire? Est-ce qu'on va jouer aux cartes et on va dire chacun un petit morceau du puzzle ou il y a comment ça fonctionnait, sachant que les agriculteurs, c'est ceux qui étaient les plus fragilisés, étant des producteurs de lait dans la région. Donc la question qui nous a... Alors cette fois-ci, nous n'avions pas une subvention européenne pour mener à bien ce workshop. Il a fallu donc qu'on aille voir tous les acteurs de ce territoire pour leur demander s'ils étaient intéressés par notre... Alors je ne vais pas dire expertise, par notre expérience, en tous les cas, avec des étudiants européens et non européens. Et à notre grande surprise, on a eu 32 personnes qui ont demandé à ce qu'on travaille pour eux. Donc il a fallu même qu'on réduise un peu le nombre d'acteurs, sinon on n'allait pas réussir à faire fonctionner ce workshop.
Mais si on regarde bien tous ces acteurs, ce qui était très étonnant par rapport à d'autres workshops auxquels on avait assisté, c'est qu'ils étaient avec les étudiants dans la salle en train de travailler et en train de poser des questions et en train d'échanger entre des jeunes qui deviendront paysagistes demain et les acteurs locaux. Et ce qui nous étonnait, c'est que tous les jours, il y en a de plus en plus. Donc c'était un travail collaboratif. Voilà. Donc la plupart des comment ça s'appelle des gens étaient, donc il y avait les pépiniéristes, les agriculteurs, extracteurs de tourbe, environnementalistes, les élus. Alors les élus étaient très marrants d'ailleurs parce que c'est eux qui essayaient de faire les compromis et il y avait les gestionnaires, ce sont des SEM en fait qui sont sur place, qui fonctionnent très bien en Allemagne d'ailleurs, et j'avais oublié tout à l'heure, et les managers de tourisme justement qui étaient aussi très partie prenante. Lui là-haut c'est un extracteur de tourbe là, qui se défendait, mais c'était étonnant de voir qu'en construisant avec eux le projet, à la fin on arrivait à avoir une sorte de grande maquette avec différentes possibilités. Et ce qui était le plus étonnant, c'est par la suite, donc il y a plus d'1 an qu'on a fait ce workshop, c'est comment un des projets d'étudiants, donc ils ont travaillé en petits groupes. Donc chacun avait un secteur. Alors c'est un peu artificiel de découper comme ça en tranches un territoire, mais ça servait d'exemple. Alors ce groupe-ci avait travaillé plutôt sur une structure paysagère qui soit permanente et en laissant, alors pour le coup c'est vraiment comme le pulse, en laissant qu'il y ait un peu comme en agriculture, un turnover. Une fois qu'on a extrait la tourbe, il y a plein de lois pour la remise en eau et la restauration des paysages, et qu'il y avait obligation donc que ça tourne et que ça soit programmé. Donc c'est-à-dire qu'ils se mettent d'accord sur où ça se passait. Donc ça c'était du coup c'était plutôt l'outil, une espèce de tactique qui devenait le gardien d'un projet commun à long terme pour les gens de ce secteur. Il y en avait d'autres qui travaillaient très peu sur, alors qu'ils sont paysagistes, c'était un peu curieux, sur l'expression spatiale de qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Et ils ont plutôt trouvé des systèmes économiques où c'était les plus riches qui donnaient aux plus pauvres. On n'y croyait pas trop, mais ça n'a jamais marché. Mais ils avaient donc voilà, une sorte de jeu de cartes qui montrait sur les territoires où il y avait les enjeux et où l'un pouvait peut-être donner à l'autre. Mais bon, ça ouvrait le débat. Il faut dire que ce qui organisait, c'est l'université d'Hanovre et forment des paysagistes concepteurs, mais la part de sciences humaines et sociales est très forte dans leur démarche, qui était probablement ce qui était différent et ce que nous apprenions en tant que paysagistes français ou écossais, de différent par rapport à comment nous fonctionnaient nos enseignements. Alors c'est là où ce terme de la région s'appelle Amerland, et ce groupe l'ont appelé Zusammenland, et ça c'est devenu encore aujourd'hui maintenant le nom du concept où tout le monde travaille. Donc on était content que c'est finalement le terme du concept il faut travailler ensemble sur le partage du territoire, et qu'il y a des outils. Ils avaient fait un programme de comment ça pouvait évoluer, et qui a finalement mis tout le monde d'accord, non seulement étudiants en paysage, mais aussi les acteurs qui ont pris part à ce workshop. Donc c'était notre petite fierté de voir après dans les journaux que Zusammenland était devenu, ils l'avaient adopté, et c'était devenu leur projet pour le long terme. Donc c'était comment eux, ils avaient caractérisé le territoire, et comment aussi il y avait enfin ça c'était une des actions à mener en commun, c'est comment les agriculteurs plus âgés pouvaient passer le relais aux plus jeunes pour leur apprendre, et progressivement ils devenaient
les nouveaux propriétaires sur le temps, mais ils avaient fait une sorte de roulement pour toutes les professions. Et dans le partage spatial des lieux, comment on construit, qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui est donné aux pépinières. C'était surtout les pépinières qui voulaient s'étendre, et donc les extracteurs de tourbe derrière. Enfin, il y a une espèce de mouvement qui jouait comme ça. Voilà, donc ils avaient trouvé des cartes. Donc ça veut dire que c'est par le projet de paysage, par aussi des outils graphiques, ou de maquettes ou autres, que tout le monde arrive à en fait, avoir un outil commun qui puisse être, comme je disais tout à l'heure, le gardien du projet. C'est peut-être ça aussi la spécificité du paysagiste, qui passe par le dessin pour exprimer un projet. Alors, on a été dans plein d'autres endroits, on va faire des workshops, je n'ai pas fait le listing complet, mais par exemple, le premier que nous avions fait, c'était Altes Land, c'est au nord de l'Allemagne, sur l'Elbe, où c'est un territoire de vergers complètement poldérisé, qui existe depuis le XVIe siècle, fait par des Néerlandais qui sont arrivés dans cette région. C'est construit comme paysage culturel, il n'est pas protégé par l'UNESCO pour X raisons, mais il est en train de périr à cause de la salinité de l'Elbe qui commence à arriver. Salinité qui est due au conflit qu'il y a avec le port de Hambourg, qui évidemment veut être compétitif à l'échelle internationale, et donc drague l'Elbe. Et en draguant, comme c'est pas loin d'estuaire, plus de sel rentre. Donc les étudiants, eux, peut-être qu'ils sont modernes, je ne sais pas, on était très étonnés de leur action, ils ne voyaient pas ça comme un problème. Donc la première chose, c'est de dire quelle chance on va retrouver des wetlands, des terrains comment on dit déjà, marécageux ou humides. Et il y aura à l'arrière encore les vergers, qui sera les vergers culturels de Hambourg, pour s'y promener, mais la première entité près de l'Elbe, ce sera un retour très en arrière de quand il y avait l'Elbe qui s'épandait, et on pourra enlever la digue qui fait 12 mètres de haut, parce que c'est ça qui les choquait. C'est que ce paysage culturel existait grâce à l'action de l'homme, et d'une digue de 12 mètres qui ne permet pas de voir le fleuve. Donc pour eux, c'était finalement pas si gênant. Mais les agriculteurs, quand ils voyaient les travaux des étudiants, ils pleuraient. Nous, on fait, bon, il faut le calmer. La question du conflit de territoire, c'était justement se poser à quel moment c'est encore un paysage culturel et est-ce qu'on crée un autre paysage. Il n'est pas naturel, ce qu'ils faisaient eux non plus. C'est un autre type de paysage culturel qu'ils étaient en train de questionner à cet endroit-là ou de proposer. On a été sur les îles Orcades, au nord de l'Écosse, où là on était sur un paysage, peut-être pour ceux qui connaissent, où il y a énormément de Stone Age, du néolithique, donc c'est un témoignage archéologique très rare. Et ces îles, en même temps, veulent être autonomes, point de vue nourricier, mais aussi point de vue énergétique. C'est un endroit où il y a beaucoup d'expérience d'énergie. Mais là arrive le conflit avec l'archéologie, site archéologique. Donc la question des étudiants était effectivement comment on fait pour que l'ancien et le contemporain. Mais ce qui avait été plus intéressant pour nous tous, c'était comment les îles, en règle générale, sur le bord de l'Europe, comment elles peuvent être autonomes, parce qu'elles reçoivent énormément de gens l'été et peu l'hiver. Mais quelle autonomie ont-elles réellement de ne pas tout faire venir? Ça coûte énormément, c'est beaucoup d'énergie. Quelle autonomie et comment on vit différemment quand on est sur une île. Donc c'était aussi ça qui avait été abordé. Accepter qu'il n'y a pas tous les services et tous les denrées alimentaires ou toutes les énergies et qu'il y a des heures où il y a peut-être moins d'énergie pour s'éclairer. Comprendre que c'est forcément différent sur une île. Et on avait travaillé sur Costa Brava. Alors, tout le monde connaît enfin, je ne sais pas si vous avez été en vacances là-bas, mais ces hôtels des années 70-80, et curieusement, ils sont devenus obsolètes. Ils ne répondent plus à la demande aujourd'hui d'hébergement.
il y a encore évidemment beaucoup de monde, mais ce qui était ennuyeux quand nous sommes arrivés là, c'est que la deuxième côte, c'est-à-dire l'agriculture, extrêmement belle à l'arrière-pays, eux recevaient très peu de ces visiteurs de la première côte. Et comme il y a cette opportunité que l'hôtellerie est peut-être vieillissante et ne répond plus à la demande de certains visiteurs, ce qui avait été extraordinaire, c'est qu'ils ne veulent plus construire d'hôtels. Donc ils veulent plutôt essayer de se poser la question accommodation, de l'accueil en arrière-plan et qui va révéler aussi les paysages agricoles. Mais comment faisons-nous cela? Comment on fait le lien? Donc là, évidemment, c'était un travail beaucoup plus de micro-infrastructures, de pistes cyclables et autres que les étudiants ont mis en place sur cette deuxième côte avec le service de tourisme et les agriculteurs locaux. Et aussi, il y avait un problème d'énergie dans ce secteur-là, donc on est un peu sur un petit cul-de-sac. On n'est pas loin de Gironne, il manque un peu d'énergie, mais on était donc dans ces territoires avec les gens sur le terrain. Il faut aussi rappeler, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais il y avait aussi la loi littorale qui était devenue plus sévère. Il venait d'y avoir le démantèlement du premier club med français sur leur côte, qui avait été posé sur les roches et qui avait été démantelé parce que trop proche. Bon, aussi parce qu'il y avait, ça avait été construit avec des matériaux qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Mais il y avait une action d'ouvrir la première côte à tout le monde. C'était vraiment la loi littorale. Aujourd'hui, malheureusement, il y a un petit recul sur la loi littorale. Elle est moins impliquée en Catalogne qu'à l'époque. Quand nous y étions, c'est quand il y a... ça reviendra très certainement puisque cette action avait été reconnue et appréciée par les locaux, en tous les cas, qui habitent sur place. Je crois que c'est un peu comme en Sardaigne, quand il y a un peu de manque d'argent, on cède la place à la construction en bord de mer. Enfin, on sent que c'est un peu comme une vague, mais ça peut revenir. Nous avions imaginé à l'époque, quand nous avons créé EMILA, qui était donc la première fois que j'en avais parlé, c'était en 2008, et on a créé ça en 2010. On pensait que ça pouvait être un hub pour les étudiants, pour les enseignants, qu'on pouvait de ces expériences écrire aussi et commencer à se poser la question s'il y avait une dimension européenne dans ce qu'on faisait, ou tout au moins sur le paysage culturel en Europe. On y travaille, on a des séminaires, on n'en a fait que 2, mais ça vient. On espère pouvoir avancer sur cette question. On a été, par la force des choses, travailler plus avec avec des commanditaires et des acteurs locaux. En fait, au début, on cherchait plutôt de l'argent d'une subvention pour nous permettre de faire ces projets. Et en travaillant avec les locaux, on a compris combien c'était important d'être sur place, même si eux, ils reconnaissaient évidemment qu'on avait un regard neuf, comme vous disiez tout à l'heure, qu'on est aussi là pour leur révéler leur territoire qu'ils ont souvent aussi oublié, leur potentiel, et nous lisons le territoire différemment aussi, parce que nous venons d'ailleurs, mais aussi parce qu'on avait la culture du projet de paysage, et on devine, alors ça c'est plutôt... grâce à l'écologie qu'on peut deviner ça, c'est-à-dire on devine le underframe, le dessous, par rapport à ce qui est en train de se pousser. Donc on se pose des questions sur le grand territoire, on voit le général et le détail en même temps, c'est le propre d'un paysagiste. Et souvent c'est là, lorsqu'on interroge les plus anciens, ils se rappellent de certaines histoires qu'on peut révéler. Mais révéler une chose, l'autre c'est construire nos paysages. On pense que c'est aussi ça qui sera sur lequel on s'était appuyé pour faire notre petite contribution à la Convention européenne du paysage, qui était notre démarrage dans la création de ce master européen. Ça avait été en tout cas notre première question en la lisant. Les identités
du paysage en Europe. Nous, on pense que c'est la PAC, on est triste quand on voit qu'elle est attaquée, en se disant que la contribution à ce qu'on retrouve des paysages, non pas avec monofonctionnels, mais multifonctionnels, c'est probablement là une façon de ramener aussi des habitants dans les territoires isolés. On avait fait un workshop dont je ne vous ai pas parlé, mais qui était à Drenthe, c'est au nord-est des Pays-Bas. C'est un paysage complètement construit par l'homme sur un sol très peu fertile. Il faisait production de pommes de terre, mais grâce à des engrais. En arrêtant les engrais, en fait, ces pommes de terre, elles sont tellement mauvaises qu'elles ne sont même pas utiles pour les animaux. Elles servent que pour faire de la colle pour vos placards, comment on dit déjà, les posters. Oui, ah, sympa. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus d'économie et du coup, les villages étaient vides. Donc, il y a des prises de population. Alors qu'on sait qu'aux Pays-Bas, le luxe, c'est avoir de la place. Donc, la question, c'était, et là, on avait utilisé la façon dont les Néerlandais utilisent la Natura 2000, c'est-à-dire non pas seulement pour préserver des paysages reconnus, mais pour créer des paysages de demain. Donc on avait utilisé l'outil de la Natura 2000 pour essayer de la comprendre, pour apporter une biodiversité dans ces paysages consommés, usés par une agriculture intensive, pour replanter. Et on est très content parce qu'on a fait 7 parcelles d'associations de plantes, et pour voir qu'est-ce qui pousse le mieux sur ces sols qui sont devenus très acides d'ailleurs, très sablonneux. Donc, dans quelques années, on pourra dire quel est celui qui fonctionne le mieux pour en fait ramener des habitants, parce qu'on était persuadé que s'il y a biodiversité, il y aura aussi biodiversité d'hommes qui vont venir quand il y aura un peu plus de nature. Les hommes reviendront aussi. C'est le gage qu'on s'était fait pour cet atelier. Voilà, donc notre petit succès aujourd'hui, c'est qu'on est copié. Il y a maintenant un AMILA, nous, ça s'appelle European Master in Landscape Architecture. Maintenant, il y a un South Pacific Master in Landscape Architecture entre des écoles australiennes, malaisiennes et new-zélandaises, bien sûr, qui font un petit tour. On les a contactés en disant même le site ressemble. On a dit ils font aussi des workshops comme nous, et on a dit qu'on était très contents parce que c'est un bon signe et qu'un jour il faudrait qu'on trouve quelque chose à faire ensemble. L'autre grande satisfaction, c'est qu'il y en a d'autres qui voudraient nous rejoindre dans cette community of practice, dans ce alors arrive effectivement Life Science de Copenhague qui demande, enfin, et vient aussi Ljubljana de Slovénie. Alors on s'est dit, hein, on est un peu comme l'Europe, on grandit. Là où par contre on a des faiblesses, c'est la mobilité des étudiants. Ça reste une fragilité, c'est-à-dire quand ils bougent d'un semestre à l'autre, il y a certaines écoles où c'est prévu, où il y a un accueil, où il y a un hébergement, d'autres où les étudiants doivent trouver, et ils trouvent assez difficile cet enchaînement d'une culture à l'autre. Il faut dire que le profil des étudiants qui demandent à partir en EMILA, c'est ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de partir. Et on est content que ça soit fait pour eux. Enfin, on ne l'avait pas fait pour eux spécifiquement, mais c'est ça qu'on voit. Ce sont des étudiants qui ne sont jamais partis. Donc c'est pour eux une opportunité, mais ça veut dire aussi qu'ils sont peut-être moins préparés, même si linguistiquement, ils se préparent tous. Donc nous devons en fait encore améliorer, et on ne l'a pas suffisamment fait, on va dire la logistique pour que les étudiants puissent continuer à suivre ce cursus. Voilà. Et nous, on est un peu trop entre paysagistes, certes multiples, de différentes Europes. Et en vous voyant aujourd'hui, et puis ça faisait une petite discussion, il faudrait qu'on soit pluridisciplinaire aussi. Voilà, ce sera probablement la prochaine étape. Merci. Et tous les travaux d'étudiants ou autres, c'est sur le site, bien entendu. Voilà. Merci.
Ah, si, ça devient long quand même, hein, je peux pas voir. C'est intéressant aussi de voir des prénoms. Donc en fait, une voire deux questions grand maximum, et puis on en fait juste après le repas. C'était juste pour savoir, je n'ai pas bien compris, en fait, les étudiants, est-ce qu'ils ont des diplômes co-habilités par... Voilà, très bonne question. Ouais. Alors, ils ont alors, il y a 5 universités ou écoles, et en fait, pour l'instant, chaque université délivre un certificat, un diplôme qui est différent. Voilà. Donc, on n'a pas, parce qu'on est de ministères différents et qu'on est trop différents, ce qui était notre volonté, on ne peut pas faire un diplôme conjoint entre 5. Et puis, juridiquement, je pense que ça aurait été 5 ou 6 ans, si ce n'est pas 10 ans de travail pour y arriver. Mais c'était l'objectif. Mais maintenant, on a un peu compris que ça va être très, très difficile, même si au niveau le plus haut, juridiquement, on nous dit qu'il n'y a pas de problème. Mais à l'échelle de chaque nation, on voit qu'on arrive très vite à, comment on appelle ça, le plafond de verre, là? Et on se dit, mais là-haut, ils disent que oui, et là, ça s'arrête déjà au premier étage. Donc, pour l'instant, l'université de Hanovre délivre un master, European Master in Landscape Architecture. Un vrai master, c'est-à-dire reconnu par, enfin, délivré avec, et dont le cursus a été vu et contrôlé parce qu'ils ont une réglementation très sévère en Allemagne. Donc là, vous avez un vrai master européen. Comment ça s'appelle? À Édimbourg, ils sont en train de, ils sont presque dans quelques mois, et eux aussi délivreront un vrai master européen qui s'appelle EMILA. À l'école du paysage de Versailles, alors là, on est alors que nous sommes, nous, école de paysage à l'origine, puisque en plus on est Program Lead, c'est un mot très, très beau. En fait, les étudiants reçoivent le diplôme des PLG de Versailles. Demain, ce sera le diplôme d'état de paysagiste. Et ils ont un certificat école qui s'appelle EMILA, qui c'est comme un supplément au diplôme qu'ont les gens qui ont en Erasmus. Donc, on est très loin du but, mais il faut faire ça pas à pas. Une école, c'est plus difficile qu'une université, en fait, pour délivrer des diplômes. Et là, comment ça s'appelle, à Barcelone, c'est le diplôme aussi de EMILA. J'ai oublié Amsterdam, où c'est similaire à Versailles, c'est un supplément au diplôme, parce que aussi c'est une école d'art, mais elle va merge, elle va devoir se marier avec une université, et dans ce cas-là, eux aussi, probablement, dans 2 ou 3 ans, pourront délivrer un vrai master EMILA. Donc, voilà, ça c'est en cours. Donc, effectivement, si on veut un vrai diplôme, il ne faut pas aller à Versailles, il faut aller s'inscrire chez les autres et venir un semestre à Versailles. Et on a un étudiant français qui a fait ça, il s'est inscrit à Barcelone et il est venu chez nous. C'était bizarre d'avoir un étudiant français. On a dit, tiens, il est malin, il y a des gens qui font ça. Et dans les 2 semestres de mobilité, ils sont plutôt obligatoirement dans 2 endroits différents? Oui, oui. Ou obligatoirement dans le même? Non, dans deux endroits différents. Alors évidemment, c'est là où vous avez plus de facilité dans la langue ou autre. Mais parfois, on ne peut pas envoyer tout le monde à Barcelone. Donc, un des 2 choix est garanti, et le deuxième, on négocie avec l'étudiant pour que ça puisse fonctionner. Voilà. Parce que c'est souvent aussi par méconnaissance qu'on ne va pas dans un endroit. Ouais. Donc, c'est vraiment super intéressant, évidemment, de pouvoir faire des semestres d'échange comme ça à l'échelle européenne. Mais du coup, nous, pour les mises en œuvre, on se heurte assez vite à la problématique de la langue et de la mobilité des étudiants en fonction de ça, notamment quand on est sur l'ensemble du groupe. Parce qu'on faire partir quelques-uns comme ça, il n'y a pas de souci. Mais si on veut les faire partir tous, ça veut dire que, concrètement, ma question, c'est est-ce que vous, du coup, à l'ENSP, vous avez développé des enseignements en langue étrangère ou à minima en anglais, de manière systématique, pour des cursus parallèles pour accueillir les 20, 30, 40 étudiants de vos écoles? Alors,
encore une fois, l'école de Versailles, c'est elle qui l'a créée et qui est le programme lead, mais c'est elle qui reçoit le moins de gens à cause de l'enseignement est pratiquement tout en français. Alors, à l'origine, je dois quand même faire une remarque, on avait décidé que la richesse d'Europe, c'était aussi ses langues. Et les étudiants ne sont pas choisis s'ils connaissent ou pas une langue. Ils sont choisis s'ils ont une autonomie dans une démarche de projet pour pouvoir apprendre une autre démarche dans une autre culture. Donc moi, je faisais très attention de surtout pas les choisir par la langue. Alors, je ne devrais pas dire ça devant vous, mais on sait aussi que le collège, c'est pas toujours la faute des étudiants s'ils n'ont pas appris au collège et au lycée les langues comme il fallait. Les méthodes sont différentes d'un pays à l'autre. Non, mais voilà, ce n'est pas leur faute. Mais quand on a envie et quand on veut et quand on est sélectionné, on a aussi remarqué que les étudiants, on leur demandait, on les sélectionne très tôt, pour qu'ils puissent avoir un an pour se préparer linguistiquement. Mais willing to learn another language, c'était obligatoire. Il fallait qu'ils aient envie d'apprendre. Qu'ils ne sachent pas ça, on pouvait accepter, mais il fallait qu'ils apprennent. Et c'est ce qu'ils font. Alors au début c'est un peu bricolage, on les voit avec des casques là, audio, on dit non mais tu sais, il faut faire ça un peu plus sérieusement. Et ça vient. Et on avait même pensé offrir, c'est pas du tout le but des Mila, mais il y a une étudiante qui n'avait jamais fait d'allemand et qui s'est retrouvée à Hanovre. Et un mois après, j'avais une réunion là-bas et elle s'est préparée pendant un an. J'étais épatée par son niveau. Donc je me disais, mais on n'a pas un trophée langue, un truc, quelque chose, c'est pas prévu dans les Mila, mais... Je lui disais même, mais tu peux m'expliquer ce que tu es en train de faire en français? Elle fait, non. Je continue. Donc, il est vrai qu'on a essayé de mettre en place à Versailles, à Versailles, j'ai dans le niveau master, en master 1, qu'il y ait au moins des ateliers qui soient enseignés, alors ils sont optionnels en anglais, où j'invite des collègues, il y a beaucoup de paysagistes anglo-saxons à Paris, donc c'était pas trop difficile. Le problème, c'est que ça coûte un tout petit peu plus cher, etc. Et ça fonctionnait très bien, mais pour une raison X, ils l'ont enlevé. Et là, juste en ce moment, je ne suis pas à Versailles cette année. Je suis dans année, on dit sabbatique, même si on travaille beaucoup, mais long leave, parce que je fais une recherche à Barcelone grâce à MIT Europe et une bourse Marie Curie. Donc c'était... Voilà, à mon tour d'être Erasmus et de profiter de l'Europe, et je redonnerai. Voilà, donc c'est vrai, ça reste un problème. Les autres écoles, évidemment, font un effort d'avoir, pas tout, mais partiellement l'enseignement en anglais, au moins des options. Facilement, parce qu'on voit bien, voilà. En Europe du Nord, voilà. Ils ont une offre en anglais qui est ouais, à Copenhague, c'est depuis 2010. Ils comprennent un peu l'anglais, ils n'ont pas de soucis finalement ouais. aller ailleurs, alors que nous, dans l'accueil, c'est plus compliqué. Et du coup, pour faire des programmes joints comme ça un peu denses, on évite l'unité et puis quand on... Et à fortiori, faire une maquette qui soit quasiment en doublon en anglais, alors là... L'école n'a pas le nombre d'élèves pour faire plus d'options, mais tout le monde était d'accord d'avoir au moins les ateliers. Les ateliers, c'est facile, les étudiants, la langue commune d'un paysagiste, c'est le dessin. Donc il suffit de dessiner un peu plus pour se faire comprendre. Et que ça soit en anglais, mais ils l'ont enlevé aussi. Bon, ça c'est les échecs qui peuvent être remédiés. Voilà.